J'aimerais présenter les deux co-animatrices de ce webinaire sur les testaments et procurations. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter Anita Corriveau, fière franco-ontarienne. Anita a fait carrière en éducation, plus de 35 années comme enseignante et directrice d'école. Elle a tellement aimé enseigner, ce qui l'a amenée par la suite à faire des présentations. C'est lors de ces présentations, plus d'une quarantaine sur, entre autres, la prévention de la fraude, qu'elle a pris conscience du manque de connaissances des aînés pour les testaments et les procurations. Sa présentation actuelle a été donnée à plusieurs reprises à des aînés en Ontario et aujourd'hui, c'est de façon virtuelle qu'elle présente ses connaissances à ce sujet. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans l'intervention auprès des aînés. Elle donne des conférences et des formations sur diverses thématiques liées au vieillissement. Son rôle aujourd'hui dans le webinaire, c'est de développer les aspects et les dimensions psychosociales des thèmes abordés dans la présentation. Alors, merci mesdames de vouloir partager avec nos nombreux participants aujourd'hui. Et sur ce, je vais laisser la parole à Anita pour débuter le webinaire. À toi, Anita. Alors, bon matin à certaines personnes et bon après-midi à d'autres, puisque c'est pas un Canadien. Alors, bonjour. J'ai fait plusieurs présentations sur l'importance du testament et les questions sont très importantes. C'est des questions qu'on se pose lorsque je suis devant mes personnes. J'aime rendre ça un peu plus joyeux que d'habitude quand on parle d'un testament. Alors, l'importance d'un testament, je vous donne un survol. Okay? Certaines informations sont à vérifier selon la législation en cours dans votre province et votre territoire. Ça, c'est important. Maintenant, l'objectif de la présentation, c'est un contexte. Cette présentation a été faite à plusieurs groupes avant la pandémie. Oui, parce que j'avais des présentations planifiées, puis ça a tout été mis au rencard. Et dû à la demande de plusieurs personnes aînées sur ce sujet, voici une présentation d'informations qui peuvent être utiles. J'ai pris beaucoup d'informations, ça fait 2 ans, là, et aussi avec cliquerjustice.ca qu'on vous donnera un petit peu plus tard. Alors, le testament, c'est la dernière lettre d'amour à votre famille. Maintenant, une chose est certaine ici, pour tout le monde, la même chose, c'est qu'on va mourir. Ce qui est différent, c'est que chacune d'entre vous, vous allez être unique dans votre testament. Chaque personne a besoin de son propre testament. Alors, ça, c'est la dernière lettre d'amour à votre famille. C'est important. Quelques années passées, les parents avaient beaucoup d'enfants. Moi, je viens d'une famille d'11 enfants. Aujourd'hui, les enfants ont beaucoup de parents. On porte à réflexion ici, OK? C'est quelque chose. Alors, le testament et les procurations. Puis, procuration, dans certaines provinces, ils ont un autre terme. Alors, encore une fois, il faut vérifier la terminologie de votre province ou de votre territoire. Quand est-ce qu'on devrait faire un testament? Eh bien, c'est pendant que vous avez la capacité mentale d'agir en votre propre nom. Et ici, j'invite Jessica à dire quelques mots. En fait, je vais revenir sur le terme capacité mentale, il n'y a pas vraiment d'âge spécifique pour produire son testament, puisque les volontés que l'on souhaite suite à notre décès peuvent se faire tout au long de notre vie, dès la majorité. Donc, lorsque Anita parle de capacité mentale, c'est donc l'habileté, en fait, la capacité de pouvoir choisir ce que l'on désire ultérieurement après notre décès. C'est important de le faire dans la mesure où tout va bien. Hein? Donc, si les choses se gâtent, et on sait que ça peut se gâter rapidement lors, par exemple, du vieillissement, la maladie peut s'introduire. C'est pas le temps à ce moment-là de produire ce genre de document-là légal. Donc, c'est important de le faire et d'aborder le sujet. Ça reste un sujet délicat qu'on n'aborde pas nécessairement le dimanche après-midi en famille entre 2 tranches de sandwich.
sandwich. Donc, c'est tabou. Je le sais, parler de la mort, parler aussi de qu'est-ce qu'on lègue, qui va prendre soin de nous. Mais bien évidemment, c'est de le faire quand ça va bien et peut-être d'aller chercher l'aide nécessaire quand on a besoin d'aborder ce type de sujet-là qui peut être plus difficile et tabou, comme je le disais, là, à aborder. Merci, Jessica. Et dans certaines circonstances, on va parler d'inaptitude mentale aussi. OK? Alors, c'est important de vérifier les termes. Le testament, qu'est-ce que c'est? C'est un acte juridique par lequel une personne déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. C'est votre testament et ce sont vos dernières volontés. Et ce sont vos biens. Oups. Les raisons pour lesquelles les gens ne font pas de testament. Hein? Le numéro 1, c'est la procrastination. Ah oui, j'ai le temps de faire ça. Ouais, on va faire ça dans 2 mois. Ou, il est bon, moi, ça fait 40 ans. Ça, c'est justement ce que j'ai eu d'une dame. Elle dit, moi, ça fait 40 ans qu'il est fait. Je lui ai dit, madame, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie pendant les 40 ans? Elle dit, non. Je dis, est-ce que vous avez le même auto? Et là, ça l'a bloqué. Alors, procrastination est numéro 1. 2, c'est que les gens ne pensent pas ça nécessaire. Non, ils s'arrangeront avec ça. Ça cause des dilemmes très sérieux dans des familles. J'ai eu ces personnes-là qui sont venues me voir après une présentation et qui m'ont dit, moi, je ne suis pas une avocate. Oh, c'est ça que je voulais dire. Là. Je ne suis pas une avocate. Vous aurez à vérifier ça, les informations que vous recevez aujourd'hui, avec votre avocate ou votre avocat. OK? Alors, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais des gens sont venus me voir après et raconter des histoires pas drôles du tout. OK? Alors, pensez-y, faut un testament. Puis, le 3e, c'est les coûts. Oui, ça coûte cher. Mais il y a façon de s'arranger aussi. OK? Pourquoi avoir un testament? Voici. D'abord, simplifier le processus pour éviter la cour, pour en faire une décision personnelle, pour s'assurer que vos souhaits sont respectés. Moi, c'est moi qui étais exécutrice du testament de maman. On était 11 enfants. OK? Une chance qu'on s'accordait bien. Hey, à 11, la bataille, si ça l'avait pris, c'était sérieux. Alors, pourquoi simplifier les choses pour la famille qui reste en arrière? Il faut que ce soit votre décision et vos souhaits. Pourquoi avoir un testament? Évitez que le gouvernement fasse des décisions à votre place. Oui, ça se peut, ça. S'il n'y a rien d'écrit, ça se peut que le gouvernement prenne possession et nomme un exécuteur ou un procureur pour déterminer où vont vos biens. Pour respecter votre choix concernant vos avoirs, pour éviter des problèmes légaux. Puis ça, on en a. Pourquoi un testament? S'assurer que vos funérailles soient selon votre volonté. C'est votre testament, ce sont vos funérailles et c'est votre volonté. Est-ce que vous voulez l'incinération? Un cercueil? Ou surtout éviter. Comment as-tu pu faire ça à grand-papa, grand-maman, maman, papa? C'est des petites chicanes de famille qui peuvent être assez sérieuses après. OK? Oups. Enlever le fardeau sur la famille. Pourquoi un testament? Bien, enlever le fardeau sur la famille parce qu'évidemment, il y a quelqu'un qui doit s'occuper de ça. Vous avez de l'argent en banque? S'assurer que cet argent soit dirigé selon vos souhaits. Où est-ce que vous voulez que ça aille, ça? Il faut que ce soit écrit. Écrivez-le. Le numéro 1, c'est le conjoint, s'il n'y a pas de testament. Et
Le deuxième, ce sont les enfants. De cette façon-là, on va établir une paix. Vous allez être en paix et la famille va être en paix aussi. Exécuteur, exécutrice testamentaire. Le testament doit avoir des responsables. Ici, je vais demander à Jessica de parler de responsabilité. Choisir avec précaution une ou des personnes qui vont respecter vos désirs. Jessica, est-ce que tu veux intervenir ici? Oui, tout à fait. En fait, pour faire suite un peu au pourquoi qui sont liés à avoir ce type de document-là légal, qui est en fait, qui réside dans le sentiment de se sentir en sécurité et que nos droits soient respectés, mais également pour que nos proches, au niveau posthume, puissent par la suite opérer de façon selon nos volontés, ce qui est inscrit dans le testament. Au niveau des exécuteurs et exécutrices testamentaires, lorsque l'on parle de responsables, ce sont ceux qui vont avoir la responsabilité de mettre en exécution ce qui est inscrit dans ce testament-là. Sachez que choisir un exécuteur ou une exécutrice reste quand même un dilemme moral qui peut nous habiter parce qu'on met dans les mains de quelqu'un qui nous est cher, en qui on a confiance, une sorte de fardeau qui va être d'exécuter ce qui est écrit dans ce document-là. Ça peut être un choix qui est difficile parce que ça nous demande parfois de choisir entre, par exemple, plusieurs de nos enfants ou un conjoint ou d'autres personnes en qui on a extrêmement confiance. Donc, cette décision-là, vous avez le droit de la garder pour vous, entre vous et la personne, le professionnel qui va produire ce document-là. Sachez que s'il y a des pressions extérieures qui sont mises sur vos épaules pour détenir le titre d'exécuteur testamentaire, c'est peut-être vous poser des questions, à savoir ce qui motive cette personne-là à vouloir incessamment se retrouver comme exécuteur. Évidemment, c'est sûr que je conseille d'avoir deux parties, donc une partie qui va pouvoir, que ça soit fait un peu de façon commune entre deux personnes et que ce ne soit pas déposé sur une seule paire d'épaules, excusez-moi, pour que vos souhaits soient légitimement respectés selon les désirs qui sont inscrits. Et sachez aussi que c'est pas parce que vous en faites un à 40 ans que vous n'avez pas le droit de le changer plus tard. Donc, les relations humaines sont telles qu'elles sont, ça change, ça évolue et vous êtes en droit, bien évidemment, de pouvoir changer qui est inscrit, qui est couché, là, c'est un peu le jargon qu'on utilise, qui est couché sur notre testament. Donc, tout ça vous appartient. Vous avez tout le droit légitime de pouvoir le modifier en connaissance de cause, bien évidemment, ce qui fait appel aux diapos précédentes, là, lorsque Anita parlait de capacité cognitive, de capacité mentale, donc toute l'aptitude à pouvoir choisir. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur cette diapo-là. Merci, Jessica. Et oui, c'est important et on va parler de la personne que vous choisissez. C'est important. OK, choisir avec précaution une des personnes qui vont respecter. Il y a deux. Maintenant, on arrive à la procuration. Et dans certaines provinces, on appelle ça un mandat. Okay? Vérifiez la terminologie de votre province. À mesure qu'on vous donne cette information-là, vérifiez la terminologie. Alors, une procuration, qu'est-ce que c'est? C'est un acte juridique, OK, qui donne le pouvoir à une personne d'agir en votre nom. Alors, pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom. Il y a deux types de procuration. Puis, la personne qui s'occupe de cette procuration s'appelle un mandataire. Alors, il y a une procuration pour la santé,
et il y a une procuration pour la propriété. Comme Jessica disait tantôt, choisir la personne, c'est très important. Est-ce que tu me permets... Ah, OK, pour la santé, OK. Tu donnes des exemples. Excellent. Oui. Alors, procuration pour la santé. Qu'est-ce que vous voulez si vous devenez incapacité mentale ou physique? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Traitements médicaux. Lesquels est-ce que vous voulez? Les chirurgies. Décision de vie ou de mort. Aide en fin de vie. Ça entre en vigueur dès l'inaptitude. Alors ça, c'est des décisions qui vous reviennent. Écrivez-le. Et en discutez aussi avec la personne que vous allez choisir comme mandataire. Ça, c'est important. Je crois, Anita, que peut-être je pourrais donner quelques exemples, par exemple, sur les traitements médicaux et peut-être pour que les gens puissent bien saisir ce à quoi on fait référence. Donc, quand on parle de la procuration pour la santé, lorsqu'on fait référence aux traitements médicaux, on va parler, par exemple, d'acharnement thérapeutique. Si la personne est en inaptitude de pouvoir décider, par exemple, elle est en respiration artificielle, est-ce qu'on poursuit la respiration artificielle? Est-ce que, par exemple, on va vers des alternatives de gavage si c'est nécessaire? Est-ce qu'on procède à une réanimation? Certains veulent pas être réanimés lors d'un accident cardio-respiratoire, par exemple, au niveau des chirurgies aussi. Donc, les médecins, les professionnels vont bien évaluer le risque parfois d'aller vers une chirurgie ou le potentiel de rémission par la suite. Donc, de voir si ces gens-là souhaitent par exemple, subir ce type de chirurgie-là qui peuvent avoir des répercussions ou des conséquences à long terme à la suite, décision de vie ou de mort. Donc, ça peut être une décision très lourde à porter pour le mandataire qui doit dire, par exemple, on débranche ou on débranche pas. Donc, le fait de le dire dans ce type de document-là permet d'alléger aussi a posteriori le fardeau de la décision qu'un proche doit prendre si on a à mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre. Aide en fin de vie, dépendamment des législations, là, ça se passe différemment selon les provinces. Et là, j'apporte votre attention vraiment sur l'aspect de l'inaptitude. Sachez qu'on ne peut pas déclarer quelqu'un inapte en claquant des doigts et ce n'est pas seulement un médecin qui est en mesure de faire ça. C'est vraiment un processus d'évaluation tridimensionnel, donc au niveau psychosocial, au niveau de la santé également et de l'évaluation cognitive de la personne pour déclarer une inaptitude qui peut être totale ou partielle. Donc, dépendamment, c'est pas parce que quelqu'un est inapte, par exemple, s'est fait frapper par une voiture et dans le coma pendant un certain temps, on le déclare inapte, mais ça reste que sa condition peut devenir réversible et peut reprendre conscience. Donc, le mandataire se voit retirer ses droits d'exécuter les soins ou les décisions de soins à la personne. Donc, l'inaptitude est un processus qui peut être assez long et ça demande beaucoup de rigueur. Donc, ça protège aussi la personne parce que le fait de déclarer quelqu'un inapte, c'est lui enlever le droit de choisir pour lui. Donc, c'est bien important aussi de comprendre ce processus-là à travers le choix de l'inaptitude, la décision de l'inaptitude. Merci, Jessica. Et pour ajouter à ça aussi, si justement, c'est dans un accident, puis la personne est complètement inconsciente, puis ça dure et ça dure, le médecin ou l'équipe va demander la procuration. Ils ont droit à ça. Okay? De remettre pour qu'ils voient quels étaient les souhaits de cette personne-là. Donc, la procuration pour la santé, on va vous la demander, OK, à l'hôpital ou quoi que ce soit là où vous soyez. Procuration pour la propriété. Maintenant, vous avez des biens. Il y en a des personnes qui disent, ben j'ai rien, moi. Ça, tu sais. Non,
on a tout quelque chose. Peut-être, il y en a qui ont des investissements, on a des dettes, on a des assurances santé, on a des comptes de banque. Puis, ce que j'ai manqué ici, là, ce sont des comptes à l'Internet, les réseaux sociaux. OK, il faut tout fermer ça, ces affaires-là. Les cartes de crédit, il y en a qui en ont 5. Auto, chalet, bateau, tout, ce qui fait partie de vos avoirs. Il faut que la personne, le mandataire ici pour la propriété, connaisse ces choses-là. Où elles sont, combien ça vaut. Alors, il y en a qui ont 3 banques. Alors, quels sont les comptes de banque? Quels sont les NIP? Quels sont les codes d'accès? Toutes ces choses-là, il faut être capable de mettre ça sur papier, puis être capable d'en discuter avec le mandataire. C'est important. Exécuteur, exécutrice testamentaire et les mandataires. Les documents il y a vraiment 3 documents ici, et ça doit être signé par une avocate ou un avocat et 2 témoins. Vous pouvez aussi voir un commissaire au serment. Moi, je suis allée au commissaire au serment avec 2 témoins. Les témoins ne peuvent pas être des personnes qui figurent dans le testament. Ça ne peut pas être des héritiers, ça ne peut pas être vos exécuteurs ou vos mandataires. Il faut que ce soit des témoins complètement à l'extérieur du domaine qu'on est en train de signer ici. Alors, des amis, moi j'ai pris 2 amis, mais qui ne font pas partie de mon testament. Important, un mariage annule le testament antérieur pour les 2 conjoints. Une séparation ou un divorce n'annule pas le testament. Et chaque personne doit avoir un nouveau testament quand ces choses-là se produisent. Important. Vous devriez avoir un nouveau testament à moins de vouloir laisser vos avoirs à votre premier partenaire. OK, mais ça, j'ai eu des petits rires dans mes rencontres, puis c'est vrai. Alors, chaque personne doit avoir son propre testament. Oups. Revoir son testament régulièrement. Moi, j'ai mis ici de 3 à 5 ans. Certaines provinces vont dire, bon, 10 ans, c'est bon. Mais s'il y a des changements dans la vie, une naissance, une mortalité, une vente de maison, un achat, une retraite qui change toute la vie qui s'en vient devant vous. Alors, ça, c'est des choses, il faut y voir régulièrement et refaire un testament. Moi, ça fait 3 fois que je le refais, là, puis c'est correct. Les copies maintenant. Lorsque vous avez terminé votre copie originale du testament et signée par 2 témoins, vous gardez les documents originaux. Vous gardez les documents originaux. Vous devez le dire à votre exécuteur, à votre mandataire, où sont les documents. Vous leur faites une copie, l'exécuteur, exécutrice, une copie à l'avocate ou l'avocat. Encore ici, c'est des signatures, il faut qu'ils soient là. Le seul document qui est valide, c'est le premier document original avec signature. Les copies ne sont pas valides. Elles sont valides pour l'exécuteur, l'exécutrice, mais c'est le document original qu'on va vouloir avoir. Oups. Alors, c'est ça. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jessica? Pour ce qui a trait aux copies, et puis non, je pense que ça complétait bien ce volet-là. Je n'ai pas de dimension psychosociale à ajouter à cet élément-là.
Oui. Une chose qu'il faut peut-être revenir, c'est le choix de la personne pour exécuteur, exécutrice. Ce choix de personne-là, c'est important. Il faut que la personne comprenne vos désirs, vos souhaits en santé et en propriété et choisir une personne de confiance. Si c'est un jeune parent qui est, disons, en voie de fin de vie à cause d'un accident ou d'une situation quelconque et il y a des jeunes enfants, c'est important de bien choisir l'exécuteur, l'exécutrice, parce que ces enfants-là deviennent une responsabilité, là. Alors, il faut penser à ça. Oui, Jessica? Je crois aussi que c'est important de souligner que c'est pas parce qu'on a le désir et le vouloir de mettre une telle ou telle personne sur notre testament que cette personne-là va être en accord. Donc, c'est important de valider le sentiment d'aisance à porter ce rôle-là pour notre futur, suite à notre décès. Donc, c'est important parce que ça pourrait avoir certaines répercussions. Donc, aborder le sujet de prime abord avec ces personnes-là en qui vous voulez donner ce pouvoir-là, ça peut être quelque chose de très bien aussi. Et ça permet d'ouvrir au respect et de l'accueil à l'autre, à son sentiment justement de confort par rapport à ça. Absolument. Et l'aide à mourir aujourd'hui, qui est en action, si vous voulez, les enfants, si vous choisissez des enfants, moi, j'ai fait cette présentation-là et j'ai tout revu ça avec ma firme d'avocats. Et ce qu'il me suggérait, c'est d'avoir une personne comme exécuteur ou exécutrice principale et une deuxième en cas de. OK? Puis pas mettre tous les 5 enfants comme exécuteurs, exécutrices. C'est dangereux. C'est une situation qui va être très, très difficile à manœuvrer. Alors, le choix de votre personne, oui. Puis il y a des enfants qui seront peut-être pas d'accord avec l'aide à mourir. Alors, il faut vraiment en parler à l'exécuteur, exécutrice. Voici ce que moi je veux. Et je le répète, c'est votre choix, c'est votre testament, c'est votre fin de vie. Ça, évidemment, c'est quand on la voit venir. OK? Maintenant, si c'est un accident ou, comme Jessica mentionnait, ça, c'est différent. Mais c'est sur le coup. Alors, cette personne-là est très importante. Puis, oui, c'est un fardeau pour cette personne-là. Il faut choisir quelqu'un qui est capable de... Puis c'est pour ça que la discussion pendant la préparation du testament est très importante. Alors, on y va. Merci. Une autre chose. Information juridique selon les provinces et les territoires. Cliquez justice. Je suis allée et j'ai visité ça et j'ai même photocopié toutes sortes d'informations pour les groupes à qui je vois en personne et je leur passe les documents. Il y en a qui n'ont pas accès, disons, à l'Internet, donc c'est important. Cliquez justice.ca, le site web pan-canadien d'information juridique qui offre un contenu destiné aux populations minoritaires francophones. Alors, pour le Québec, c'est autre chose, mais pour les autres provinces et territoires, cliquez justice.ca. Alors, vous avez aussi en bas le site web. J'aimerais ajouter un élément que je crois vraiment pertinent. Oui, c'est sûr qu'on a accès à une panoplie de sources sur le web pour nous informer, dépendamment de la province ou du territoire d'où vous promenez.
Et c'est sûr que le partage de connaissances et d'expériences est inévitablement super pour pouvoir acquérir certaines informations. Néanmoins, je tiens à vous dire de vous informer auprès de professionnels qui font ce genre de documents-là parce que votre situation, elle est unique et elle est différente de celle de votre voisin, de votre cousine, d'un proche dans votre famille. Donc, c'est important d'aller s'informer auprès de professionnels qui vont vraiment évaluer votre situation. Souvent, on a tendance à écouter Pierre Jean-Jacques et on se retrouve avec peut-être de l'information qui est erronée ou biaisée. Donc, dépendamment de votre situation, c'est vraiment important d'aller chercher les sources d'informations auprès des professionnels qui sont accrédités et reconnus pour pouvoir vous donner ce type de connaissances et d'informations-là.